Pour raconter une histoire, pour concrétiser sa vision, le réalisateur doit être un technicien et même un illusionniste. Il doit maîtriser toute la partie technique. Notre palette a considérablement évolué en un siècle. D'abord muet, les films sont devenus parlants, du noir et blanc on est passé au Technicolor, de l'écran standard au cinémascope et du 35 au 70 mm. L'industrie américaine a toujours adopté les progrès technologiques, et plus vite, semble-t-il, que certains de ses rivaux. King Vidor déclarait « Le cinéma est le plus fabuleux des moyens d'expression jamais inventés, mais en raison même de sa puissance d'illusion, on ne doit le confier qu'à des magiciens et à des sorciers capables de lui donner vie. » Ici, Buster Keaton, apprenti caméraman, montre ses essais au patron de la MGM avec l'espoir d'être embauché. Malheureusement, il a surimpressionné la pellicule, la projection est un désastre. Pourtant, comme tout réalisateur peut en faire l'expérience, les accidents donnent parfois des résultats esthétiques et poétiques. Ce que Keaton, caméraman, aurait besoin d'apprendre, c'est à maîtriser le langage cinématographique. La plupart des pionniers du cinéma, y compris Griffith, n'avaient aucune formation. C'étaient des autodidactes qui partageaient ce préjugé selon lequel le cinéma n'était qu'un divertissement mineur. Le film américain devint adulte en février 1915 lorsque Griffith entreprit sa grande fresque historique intitulée « Naissance d'une nation ». Selon Raoul Walsh, l'un des assistants de Griffith et qui jouait également le rôle de Booth, l'assassin de Lincoln, il fallut « Naissance d'une nation » pour convaincre les Américains que le cinéma était un art à part entière et non un bâtard du théâtre. Comment Griffith accomplit-il cet exploit? Essentiellement en composant et en orchestrant ses prises. Et selon Walsh, en alternant les plans larges et les plans rapprochés, d'un bon film, il avait fait un film génial. Un gros plan en disait plus long qu'un discours. Eric von Stroheim, également assistant de Griffith, déclara que Griffith était le pionnier du cinéma, le premier à mettre de la beauté et de la poésie dans ce divertissement vulgaire. J'ai toujours pensé que savoir décrypter les images était aussi important que l'apprentissage de la langue et que ce que les pionniers du cinéma exploraient, c'était les techniques spécifiques de ce médium. Au fur et à mesure, ils inventèrent un nouveau langage fondé sur les images et non sur des mots, une grammaire visuelle si on veut. Gros plan. Ouverture ou fermeture à l'iris. C'est fondu.
Les caches pour mettre en valeur un détail. Dolly shots. Travelling avant. Tracking shots. Travelling poursuite. Ce sont là les outils fondamentaux dont un réalisateur dispose pour créer ou accentuer l'illusion de la réalité. Quand Lillian Gish disait que Griffith était le père du cinéma, elle utilisait la même analogie. Il nous a donné la grammaire du réalisateur. Il a compris l'impact psychologique de la focale. 50 ans plus tard, Stanley Kubrick songeait peut-être à Griffith lorsqu'il déclara que le plus original dans l'art cinématographique, ce qui le distinguait de tous les autres, c'était le montage. Voyez comment 2 ans avant l'essence d'une nation, Griffith maîtrise la technique du montage parallèle. Il vous montre 2 événements qui se déroulent simultanément et les alterne pour augmenter le suspense. À l'époque, Griffith dut se battre contre des distributeurs qui craignaient que le public ne comprenne rien à cette innovation. C'est dans les péplums de l'époque du muet que les illusionnistes apprirent à utiliser les effets spéciaux pour faire partager leurs visions les plus saisissantes. La tradition américaine du film à grand spectacle naquit vers 1915 lorsque Griffith assista à une projection de Cabiria, une superproduction italienne. Il revit le film 2 fois dans la même nuit. Ce film l'inspira et lui donna l'audace de réaliser son chef-d'œuvre, Intolérance. Cabiria de Pastrone possédait tous les ingrédients nécessaires. Aventure, mélodrame, luxe, religion, décor fabuleux, prise de vue et éclairage extraordinaire. Pour filmer cette scène, on avait bel et bien hissé des éléphants, censés être ceux d'Hannibal, au sommet d'une montagne. Intolérance. On a beaucoup glosé sur son budget extravagant, ses décors grandeur nature et ses milliers de figurants. Sa réussite est d'autant plus extraordinaire que Griffith travaillait sans scénario. Il avait tout en tête. Mais Griffith alla plus loin encore. Intolérance entremêlait différentes histoires et différents personnages appartenant à 4 époques différentes. Passant librement de l'une à l'autre, il les brassait pour en faire une grande symphonie dédiée à une seule et même idée, un appel passionné à la tolérance. Si Griffith était passionné d'histoire, il se passionnait surtout pour les gens simples, les victimes de l'histoire. Nous sommes dans l'Amérique moderne. On juge qu'une femme est une mère indigne parce que son mari est en prison. Ces dames de charité représentent le pouvoir oppressif, les puritaines qui veulent placer l'enfant dans un orphelinat. Les héroïnes éperdues de Griffith portent toute l'émotion du film. Pour elles, il a composé les plus éloquents de ses gros plans.
Comme Griffith, Cecil B. DeMille aimait brosser de grandes fresques. Son ambition consistait à raconter une histoire individuelle captivante sur fond de grands événements historiques. Son premier film biblique lui fut inspiré par cette seule conviction: on ne peut briser les 10 commandements, ce sont eux qui vous briseront. Remarquez la maîtrise dont DeMille fait preuve pour mettre en scène la sortie d'Égypte, le contraste visuel entre la machine de guerre des pharaons et la modeste caravane d'Israël. Son sens du merveilleux et du détail, même dans les scènes de foule. Ces miniatures sont aussi puissantes que ses fresques. Ici, DeMille utilise même un des premiers procédés de couleur. Les morceaux de bravoure sont toujours bien intégrés au récit. DeMille savait que le spectacle pour le spectacle ne fait pas un grand film. Il passait infiniment plus de temps à soigner sa construction dramatique qu'à imaginer des effets de caméra. Ce qui intéresse le public, disait-il, ce sont les individus qu'il peut aimer ou haïr. DeMille croyait pouvoir traduire en images les paroles de la Bible, littéralement. Pour ce faire, il imagina des effets extraordinaires pour le passage de la mer Rouge. Il tenait à ce que chaque détail soit clairement perçu. Notez les rochers et les algues disposés sur le sable pour transformer la plage en fond sous-marin. C'est une inspiration de dernière minute de Cecil B. DeMille qui montra à son armée de figurants comment récolter le varech. Bien sûr, je n'ai pas vu les films muets de DeMille quand j'étais enfant, mais ces films parlants m'ont marqué de façon indélébile. Before the dawn of history, ever since the first man discovered his soul, he has struggled against the forces that sought to enslave him. He saw the awful power of nature arrayed against him, the evil eye of the lightning, the terrifying voice of the thunder, the shrieking, wind-filled darkness, enslaving his mind with shackles of fear. Fear bred superstition. DeMille fit son remake des 10 commandements. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. L'imagination de Cecil B. DeMille était si riche que si on voyait ces films enfant, ils vous marquaient pour la vie. Le merveilleux prenait le pas sur le sacré. Je me souviens surtout de ces tableaux vivants, des couleurs, du pouvoir onirique de certaines images, et bien sûr des effets spéciaux. Dieu est une flamme unique, mais elle a une couleur différente selon les hommes. Ces mots de Ramakrishna, DeMille les cite pour définir sa propre foi. Sokar, great lord of the lower world. Les grands illusionnistes de jadis, Cecil B. DeMille, Griffith, Frank Borzage, King Vidor, étaient les chefs d'orchestre. Ils dirigeaient les symphonies visuelles, ce que King Vidor appelait la musique silencieuse.
Elle devait disparaître lorsqu'Hollywood adopta le parlant, mais l'héritage du muet était extraordinaire. Le cinéma américain était peu à peu devenu un art, avec des mouvements de caméra compliqués, des plans séquences, des focales longues, des éclairages expressifs, des maquettes extraordinaires, etc. À la fin des années 20, c'est à la Fox qu'ont lieu les expériences les plus intéressantes. On a donné carte blanche à Friedrich Murnau, qui s'est couvert de gloire en Europe. Son film, L'Aurore, est le film d'avant-garde le plus cher de tous ceux qu'on a fabriqués à Hollywood. Plutôt qu'une intrigue, Murnau propose des visions, une sorte de paysage mental. Son ambition consiste à peindre les désirs de ses personnages avec de la lumière et des ombres. Voici comment la citadine possédée tente le jeune paysan, avec un kaléidoscope d'images. Elle veut tout lui faire abandonner derrière lui, sa terre, sa femme, son enfant, la paix et l'innocence de la campagne. La vampe a semé un désir de mort dans l'esprit du jeune époux. Murnau disait de l'Aurore que c'était l'histoire de deux êtres humains. Ce chant de l'homme et de la femme est universel, on peut l'entendre partout, quelle que soit l'époque. Les personnages n'ont pas de nom, et pourtant nous ressentons chacune de leurs idées, chacune de leurs émotions. Il avait mis 10 kilos de plomb dans les chaussures de l'acteur George O'Brien pour lui donner une présence plus menaçante. Les metteurs en scène d'Hollywood jugeaient Murnau trop cérébral parce qu'il exigeait de ses acteurs qu'ils comprennent parfaitement la psychologie de leurs personnages. À l'acteur, j'indique ce qu'il doit éprouver plutôt que ce qu'il doit faire, disait-il. Un réalisateur, selon Murnau, doit se servir d'une caméra comme d'un crayon. Elle doit être aussi mobile que possible pour capter l'humeur la plus fugitive. Elle doit tournoyer, épier, passer d'un endroit à un autre aussi rapidement que la pensée elle-même. Le couple désuni finit par se retrouver. L'angoisse et la culpabilité s'estompent, ils deviennent invulnérables, plus rien ne peut les atteindre, pas même le tourbillon de la grande ville. Comme par enchantement, le subjectif prend le pas sur la réalité objective. Une simple surimpression évoque une vision intérieure ou un monologue intérieur. Ce que Murnau projette sur ce qui les entoure, c'est leur rêve à tous les deux. Même s'il ne dure qu'un instant. Dans l'Aurore, Eros et Thanatos sont aussi indissociables que le jour et la nuit. Mais dans l'heure suprême de Frank Borzage, l'amour nie la mort elle-même. Les deux films ont la même vedette, Janet Gaynor, qui passait d'un plateau à l'autre, tournant le jour avec Murnau et la nuit avec Borzage. Dans ce film, elle est un ange des rues. Elle est sauvée par Charles Farrell, un balayeur des rues. À contre-cœur, celui-ci l'emmène dans sa mansarde sous les toits. Il travaille dans les égouts de Paris, mais il affirme habiter sous les étoiles. Borzage n'était ni un intellectuel, ni un historien d'art comme Murnau. Son approche du cinéma est plus instinctive. C'est un maître de la pantomime.
Ce qui l'inspire, c'est le pouvoir des émotions, et c'est là le mystère qui fait de ces mélodrames de purs chants d'amour. Dirigés par Borzage, Jeannette Gaynor et Charles Farrell forment un couple unique, à la fois emporté par le désir et auréolé de mysticisme. Leur passion les élève du physique au spirituel. La guerre les sépare, mais comme le faisait remarquer Borzage, c'est l'amour et l'adversité qui forgent les âmes. Lui a beau perdre la vue dans les tranchées, les amants restent tous les jours en contact télépathique. Borzage croyait profondément au pouvoir transcendant de l'amour. Un amour capable d'abolir le temps et l'espace. Et c'est parce que Diane refuse d'accepter la mort de Chico qu'elle parvient à le faire revenir d'entre les morts. Pour les amants, la réalité même est immatérielle. L'art de la pantomime atteint son apogée, mais l'ère du parlant survient et pour les réalisateurs du muet, la transition est parfois douloureuse. Même discuter d'un scénario exige des aptitudes nouvelles. That a fellow would come in and tell a story to, say, to Thalberg at MGM, and a comedy story particularly, or say Max Sennett, and he'd tell the whole damn story in pantomime. He comes in, and then sock, and everything was like that. It looked like cartoon strips, sounded like. So all of a sudden, we're dealing with dialogue. So I had, from the time I was 12 or 14 or something, thought entirely in terms of images and pictures and movement. I was very much, what's an interesting movement? So here we are with words. Les studios durent se soumettre à la tyrannie des ingénieurs du son qui ignoraient presque tout du cinéma. Au début, ils enfermaient la caméra dans une cabine insonorisée où l'on mitouflait dans un cocon. William Wellman disait « On fait plus attention au craquement du parquet qu'aux coutures du scénario ». Les acteurs ne bougeaient plus de peur de se trouver hors de portée des micros qu'il fallait dissimuler parfois dans des accessoires pas très discrets, comme cette lanterne dans un Christie.
Certains historiens du cinéma ont prétendu qu'à partir de cette époque, le film renonça au mouvement. Mais cette légende de la caméra statique ne tient pas lorsqu'on regarde les films de cette période. Certains metteurs en scène refusaient de se laisser brider ou paralyser par les contraintes du son. Rouben Mamoulian, Frank Capra, William Wellman, Tay Garnett, chez tous ceux-là, c'est évident, la caméra continue à bouger. Dans la plupart des films de Tay Garnett, du début des années 30, les mouvements de caméra sont d'une fluidité remarquable. Regardez avec quelle adresse la caméra suit le plateau sur la piste de danse. Une chorégraphie qui semble facile. Mais croyez-moi, cette prise a dû être très difficile à réaliser. Fini l'univers onirique du film muet. Avec le parlant, l'approche naturaliste semble prévaloir. Mais en fait, le son encourage les illusionnistes à accentuer la réalité. Ici, dans Big House, la bande-son à elle seule suggère le fait que les détenus sont des robots anonymes. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will. Mais dans la chapelle, dès qu'on entend leur voix, ils se mettent à vivre. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ils acquièrent une identité et un but dès lors que leurs actes contredisent la prière collective. Un contrepoint très efficace. Le son souligne formidablement les effets dramatiques, surtout quand l'action n'est pas montrée. Dans Scarface, Howard Hawks montre qu'en mêlant effets sonores et effets visuels, on obtient une métaphore dévastatrice. À lui seul, le son est capable de raconter toute l'histoire, comme William Wellman l'a prouvé à plusieurs reprises. Poète, amateur d'images nues et de litotes foudroyantes, il adorait surprendre, décevoir ou même frustrer son public en le privant de la scène à faire. Ici, dans l'ennemi public, il ose mettre hors champ ce qui devrait être le clou du film, le règlement de compte du héros. Le Technicolor trichrome. Au milieu des années 30, ce procédé qui représente un progrès considérable est un merveilleux cadeau pour nos illusionnistes. Perfect. What's happened to you? You're deliberately whipping yourself into a fit of hysterics. Oh, no, I mustn't do that. It might disturb Mother and Ruth or wake up Danny. Dans le vieux Technicolor bichrome utilisé par 2000 dans les 10 commandements version muette, on ne pouvait pas reproduire la couleur bleue. À présent, le procédé trichrome permet de couvrir le spectre entier. De très grosses caméras peuvent exposer 3 négatifs simultanément, chacune enregistre une couleur primaire. Voilà Gene Tierney, visage d'ange et cœur de ténèbres. Péché mortel est un fantastique hybride, un film noir en couleur. Cette femme possessive jusqu'à la névrose détruit tout ce qui s'interpose entre elle et son mari, y compris l'enfant non désiré dont elle est enceinte. We wouldn't be separated for long. Just a few weeks. No, I'd rather wait. Le frère cadet de son mari, un jeune garçon paraplégique, se met en travers de son chemin. Rappelons qu'à l'époque, la couleur était rarement utilisée pour les drames contemporains. On l'a réservée aux comédies musicales et aux films à costumes.
La mise en scène de John Stahl et la photo de Léon Shamroy donnent à cette scène un hyperréalisme troublant. Don't worry about your direction. I'll keep you on your course. Okay. Ce paradis perdu va bientôt être saccagé par la perversité de l'héroïne. I think I'm getting tired. Take it easy. You don't want to give up when you've come so far. Okay. I'll get my second wind in a minute. Oh. Oh, water's cold. Colder than I thought. I ate too much lunch. I got a stomachache. Alan! It's a cramp. Alan, it's a cramp. Alan! Alan! Help me! Plutôt que de favoriser le réalisme, la palette du Technicolor va au-delà. Elle ajoute un côté flamboyant au mélodrame. Tout illusionniste sait que la couleur à elle seule peut avoir une fonction dramatique. C'est ce que Nicholas Ray a mis en pratique dans Johnny Guitar. Joan Crawford joue le rôle de Vienna, une étrangère persécutée par les bons citoyens parce qu'elle entretient des rapports avec une bande de hors-la-loi. Dans ce western parfaitement insolite, Nicholas Ray inverse l'iconographie habituelle. Le noir pour Mercedes McCambridge et sa milice, les couleurs les plus vives ou le blanc le plus pur pour les parias. We came for the kid and his bunch. I'm sitting here in my own house, minding my own business, playing my own piano. I don't think you can make a crime out of that. You're only a boy. We don't want to hurt you. Just tell us she was one of you, Turkey, and you'll go free. Come on, Turkey, tell us. I'll give you my word you won't hang. What should I do? I don't want to die. What do I do? Save yourself. Well, why she? La couleur peut se faire reflet des émotions. La maison de jeu de Vienna est conçue et décorée comme un opéra baroque. Les couleurs sont volontairement artificielles ou saturées. On a éteint les bleus au profit des couleurs chaudes. Et quand, dans un accès de jalousie maladive, Mercedes McCambridge incendie la maison de Joan Crawford, la palette prend tous les tons de l'enfer. À présent, c'est l'écran qui s'agrandit. Impossible de les limiter. Au cours des années 50, il prend des proportions carrément gigantesques. Je me souviens encore d'une de mes séances de cinéma en 1953. J'avais 10 ou 11 ans. C'était au Roxy et le rideau s'est ouvert. Il n'en finissait pas de s'ouvrir sur le plus grand écran que j'ai jamais vu. On donnait La Tunique, le premier film en cinémascope tourné en 1953. À l'origine, ce nouveau format était une astuce commerciale destinée à donner au cinéma un avantage décisif sur sa rivale, la télévision. Beaucoup de réalisateurs se montrèrent réticents. Selon Fritz Lang, c'était bon pour filmer les enterrements ou les serpents. L'écran avait évolué et les metteurs en scène durent apprendre à maîtriser ces nouvelles proportions. Au début, Elia Kazan les aimait guère, mais à l'est d'Éden prouva que le cinémascope convenait aussi bien aux drames intimistes qu'aux grandes fresques.
Il n'était pas exclusivement destiné aux paysages et aux processions, aux lignes horizontales et aux mouvements en diagonale. Regardez le parti que Kazan tire de son décor, lorsque James Dean ose pour la première fois pénétrer dans le bordel que tient sa mère. Let me talk to you. Please. I gotta talk to you. Joe! Joe! Get out of here. Joe! Tex! En fait, dans sa composition, Kazan combine anciennes et nouvelles proportions. Il rétrécit l'image en utilisant des seuils et des corridors à l'intérieur de son format large. I want to talk to you. I want to talk to you. I want to talk to you. Talk to me. Talk to me, please. Peu de réalisateurs ont su, comme Vincente Minnelli, utiliser le cinémascope à des fins dramatiques. Ici, dans le final tragique de Comme un torrent, les acteurs semblent se fondre dans le monde qui les entoure. I got one of them grammar books from the library. I got it from that teacher who... Whom is the objective? Whom says so? Le suspense vient de leur intégration même au monde ambiant. Nul ne sait si les chemins de l'assassin et de ses innocentes victimes vont finir par se croiser. Le cinémascope permet à Minnelli d'offrir une image plus complexe, donc plus menaçante. Plus l'angle est ouvert, plus l'image gagne en profondeur, plus l'illusion de réalité est frappante. On obtient un espace vibrant, chaotique. À nous de l'explorer et de l'interpréter. L'impact de l'écran géant fut particulièrement sensible sur le western et les péplums. En entamant le tournage de La Terre des Pharaons, Howard Hawks se posait des questions sur le scope. C'est juste bon pour les mouvements de foule, impossible d'attirer l'attention sur un détail et en plus c'est difficile à monter. Le résultat prouve néanmoins qu'il l'avait maîtrisé. 3 million of such stones would be needed before the work was done. 3 million stones of an average weight of 5,000 pounds. Every stone cut precisely to fit into its destined place in the Great Pyramid. C'est sa composition des différents plans qui nous permet d'apprécier les efforts humains et les prouesses techniques des bâtisseurs de pyramides. What is that stone, Father? That's the sarcophagus of the pharaoh. The stone that will hold his body after death. Where does it go to? Into a great chamber in the pyramid. But where that is, you must not know. Un véritable documentaire tourné sur place 2800 ans avant Jésus-Christ. L'écran géant nous donne l'impression d'y avoir participé. Voici comment vivait et travaillait ce peuple, voici ce en quoi il croyait, ce qu'il a souffert, ce qu'il a bâti. I shoot straight forward, too. I don't use any camera tricks or anything. Camera usually is eye height, and the audience sees just what we see. Aujourd'hui, un film comme La chute de l'Empire romain a la beauté poignante d'un art disparu. Il sonne le glas des grands péplums américains pour des raisons strictement financières. Comme Howard Hawks, Anthony Mann avait été un maître du western. La chute de l'Empire romain offre un drame aussi complexe, aussi intense que les westerns du même réalisateur. Son sens de l'espace et de la dramaturgie n'ont jamais été aussi évidents. D'un bout à l'autre du film, à l'arrière-plan,
On entend rire les dieux, un rire cruel qui scelle le destin de tous les protagonistes et celui de l'Empire romain. La grande tradition inaugurée par Cabiria et Intolérance est-elle dépassée? On pourrait le croire. En effet, aujourd'hui, plus besoin de hisser les éléphants d'Hannibal au sommet des Alpes. L'ordinateur est là pour les remplacer. Est-ce la fin de l'épopée au cinéma ou l'aube d'un art nouveau? Nobody can afford to buy 3,000 or 4,000 extras. It's just not economically feasible anymore because you have to costume them, you have to transport them, you have to feed them, and you move very slowly when you're trying to direct a large group of people like that. So doing that today is next to impossible. But doing it digitally, which is you get a small group of people, say 100 people, and you replicate them and move them around, you can have exactly the same effect for a tenth the cost. We've changed the medium in a way that is profound. It is no longer a photographic medium. It's now a painterly medium, and it's very fluid, so that things that are in the frame you can take out, move, put them over here, and so it's almost like going from 2-dimension to 3-dimension in the dynamic that's been created at this point. There is a misconception that we are surrendering something of art to a technology that will do it for us. That is never the case. But cinema itself is technology, and to say that, oh, well, it can't be an art because it's a mechanical device rushing celluloid through it is as naive as to say, well, you can't create because now it's a computer rushing numbers through it. The technology is always an element of creativity, but it never is the source of the creativity. And so my attitude is to embrace technology as it comes. In any kind of art form, you're creating an illusion for the audience to look at reality through your special eye. The camera lies all the time. Lies 24 times a second. Autrement dit, nous sommes tous les enfants de Griffith et de Stanley Kubrick. Prenez 2001 Odyssée de l'espace, le premier film à associer caméra et ordinateur pour obtenir des effets spéciaux lors du voyage du vaisseau spatial en route vers l'inconnu. Un progrès décisif des sorciers de la technologie. Chaque image de 2001 vous fait comprendre que dans un film, on peut manipuler l'image de façon infinie. Comme Intolérance de Griffith, comme L'Aurore de Murnau, 2001 Odyssée de l'espace est à la fois une superproduction, un film expérimental et un poème visionnaire.
Que l'illusion soit l'œuvre de la haute technologie ou de tours de passe-passe artisanaux importe peu. La magie n'opère que si la vision d'ensemble est suffisamment forte. Et il y a 36 moyens d'y parvenir. Voici 50 ans quand on lui confie la réalisation de La Féline, un film de série B. Jacques Tourneur ne dispose pratiquement d'aucun moyen financier ni des ressources de la technologie actuelle. Mais il sait que l'obscurité possède une vie propre. Il décide de ne pas montrer la créature qui menace sa protagoniste. Il suggère une présence. Et pour ce faire, il chorégraphie un jeu d'ombre. Un tour de passe-passe qu'un magicien du cinéma aurait pu accomplir au tout début de ce siècle. What is the matter, Ernest? Sorry to have disturbed you, Alice. I missed your Aunt Oliver, and I thought you might know where he is. We waited for you at the museum. You'll probably find him at home. If you don't mind, then I'll run on. Could I have my robe, please? Sure. Gee whiz, honey, it's torn to ribbons. Nous avons évoqué les règles, les codes de narration, les outils techniques, et nous avons vu comment les réalisateurs d'Hollywood se sont accommodés de ces contraintes, quitte à en jouer parfois. À présent, voyons les failles du système. Ce qui passe au travers des mailles du filet m'a toujours fasciné. Je veux parler de ces projets originaux par leur thème, leur sensibilité, leur audace politique, qui le plus souvent ne disposaient que d'un budget très réduit. Moins on a d'argent, plus on a de liberté. Les films de série B étaient souvent plus audacieux et plus novateurs. Les réalisateurs des années 40 se rendirent compte qu'il était plus facile de maîtriser un film à petit budget qu'un grand film coûteux. Se sentant moins surveillés, ils pouvaient ajouter une touche personnelle, introduire un motif inattendu et faire d'une histoire conventionnelle une œuvre personnelle. C'était en quelque sorte des contrebandiers qui trichaient avec le système sans se faire prendre. Le style était capital. Premier maître de l'ésotérisme, Jacques Tourneur, un modeste artisan, s'est fait remarquer avec des thrillers surnaturels à petit budget. Dans La Féline, il avait une bonne raison de ne pas montrer la créature. Moins on en voit, disait-il, plus on y croit. Il ne faut jamais imposer sa vision au spectateur, il faut qu'elle s'insinue en lui, peu à peu. Cette approche oblique illustre bien la stratégie du contrebandier. Climb on, sister. Are you riding with me or ain't you? You look as if you'd seen a ghost. Did you see it? Fils du metteur en scène Maurice Tourneur, Jacques Tourneur eut la chance de pouvoir se livrer à ses créations subversives grâce au producteur Val Lewton de la RKO. Lewton, qui avait travaillé avec Selznick, était considéré comme un Selznick en plus accommodant. Il retravaillait systématiquement tous les scénarios des films qu'il produisait, mais ne mettait jamais les pieds sur le plateau. Ça, c'était l'affaire du réalisateur. Un film de série B comme La Féline ne coûta que 134 000 $. Mais il trouva un écho en Amérique, car il explorait la psychologie d'une jeune épouse effrayée par sa propre sexualité. Moja sestra. Moja sestra? Now, wait a minute. It can't be that serious. Just one single word. She greeted me. She
call me sister. Quand elle éprouve du désir pour son mari, l'héroïne est submergée par la honte et se sent coupable. On dirait qu'elle est possédée par un esprit malfaisant. Ou si vous préférez, par ses démons intérieurs. You were saying the cats. It torment me. I wake in the night, and the tread of their feet whispers in my brain. I have no peace, for they are in me. Les films de Turner remettaient en question un des principes clés de la fiction classique. In me. Celui selon lequel les gens sont maîtres de leurs actes. Les personnages de Turner sont les jouets de force qu'ils ne comprennent même pas. La malédiction qui pèse sur eux n'est pas celle du destin, comme dans la tragédie grecque, non. Au plus profond d'eux-mêmes, la malédiction les habite. C'est pourquoi, à sa manière, la féline a autant d'importance que Citizen Kane dans l'évolution de l'art cinématographique américain. Dans Vaudou, qui se déroule aux Antilles, le second film de Jacques Tourneur produit par Val Newton, l'héroïne est une infirmière chargée de veiller sur une femme catatonique. Lorsqu'elle a recours aux sorciers pour soigner sa patiente, elle se trouve entraînée dans un monde parallèle. Jacques Tourneur était un modeste artisan. Il comparait son travail à celui d'un ébéniste qui fabrique le fauteuil ou la table qu'on lui a commandé. Mais des années plus tard, à la fin de sa carrière, Tourneur avoua que le surnaturel l'avait toujours passionnément intéressé. Un peu médium lui-même, il avait fait des films sur le surnaturel parce qu'il y croyait et qu'il en avait fait personnellement l'expérience. Comment Tourneur est-il parvenu à faire passer cette contrebande ? Il faisait confiance à l'imagination du public. Quand les spectateurs sont assis dans une salle obscure, disait-il, et qu'ils reconnaissent leurs angoisses en voyant celles des personnages sur l'écran, ils acceptent les situations les plus invraisemblables et suivent le réalisateur là où il veut les mener. L'univers crépusculaire de Turner est un labyrinthe. On y embarque pour de périlleux voyages dans l'inconnu, parfois dans l'occulte. La réalité demeure opaque. Les gens sont rarement ce qu'ils donnent l'impression d'être. Ils sont à la frontière d'un monde caché, un monde de murmures lointains et d'ombres profondes. Tous les films de Turner manifestent un désenchantement secret, une étrange mélancolie. On a le sentiment bizarre de s'embarquer pour un voyage sans retour. It seemed only a few days before I met Mr. Holland in Antigua. We boarded the boat for St. Sebastian. It was all just as I'd imagined it. I looked at those great glowing stars. I felt the warm wind on my cheek. I breathed deep, and every bit of me inside myself said, "How beautiful." It's not beautiful. You read my thoughts, Mr. Holland. It's easy enough to read the thoughts of a newcomer. Everything seems beautiful because you don't understand. Those flying fish, they're not leaping for joy. They're jumping in terror. Bigger fish want to eat them. That luminous water, it takes its gleam from millions of tiny dead bodies. The glitter of putrescence. There's no beauty here, only death and decay. You can't really believe that. Everything good dies here, even the stars. Quand Turner eut ouvert la boîte de Pandore, les choses ne furent plus comme avant. D'étranges ténèbres envahirent le cinéma américain, un sentiment d'insécurité, de menace permanente, comme si le sol risquait brusquement de se dérober sous vos pieds. When my father was alive, we traveled a lot. We went nearly everywhere. We had wonderful times. I didn't know you traveled so much. Oh, yes. Perhaps we've been to some of the same places. No, I don't think so. We're in Venice. Yes, we've arrived. Now, where would you like to go next? France? England? Russia?
Switzerland. Excuse me a moment while I talk with the engineer. Dans les films de Max Ophuls également, les apparences sont aussi trompeuses que belles. You and the lady, are you enjoying the trip? Very much. We've decided on Switzerland. Le décor romantique n'est qu'un leurre. Oh, thank you. Switzerland. Switzerland. C'est un carnaval d'illusions, un voyage imaginaire pour une idylle imaginaire. Ophuls était un ange exilé à Hollywood. Le maestro viennois dut attendre des années que le producteur John Houseman lui confie l'adaptation de la nouvelle de Stefan Zweig, Lettre d'une inconnue. You know far too much about me already, and I know almost nothing about you, huh? C'était ses retrouvailles avec sa Vienne natale et un adieu à la culture de sa jeunesse. La caméra d'Ophuls et son héroïne se déplacent à l'unisson. Grâce à cette chorégraphie visuelle, le spectateur palpite à chacun des battements de cœur de John Fontaine. L'espace d'un instant, le bonheur paraît possible, mais Stéphane restera toujours un être de fuite. Do you believe that? I'll be here when you get back. Say, Stefan, the way you said it last night. Stefan. It's as though you said it all your life. Better hurry, sir. Yes. Stefan! Yes. La froide réalité s'impose dans cette gare. Won't be long. I'll be back in 2 weeks. La vraie. Lisa ne voyagera jamais avec Stéphane, ce pianiste frivole pour qui elle s'est prise de passion. La voici abandonnée, enceinte d'un enfant conçu lors de cette nuit magique. Ophuls était un émigré, comme tant d'autres, qui avait fui le fascisme et à qui l'on doit d'avoir exploré ces nouveaux territoires obscurs. D'autres sont très connus. Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Otto Preminger, Billy Wilder. Mais certains le sont moins. Douglas Sirk, Robert Siodmak, Edgar Ulmer, André de Toth. Ils sont fascinés par le crime, qui leur permet d'appréhender la nature du mal. La monstruosité d'une chose banale, presque naturelle. C'est impossible et trop commode de limiter le monde du crime à la pègre des grandes villes comme l'a fait le film de gangster. Hello, Adele. I dropped over to the butcher shop like you told me to. They got a nice piece of liver. Le crime se cache partout, chacun est un criminel en puissance. Every man was a potential criminal. How long have you known Catherine March? Answer me. I don't know what you're talking about. How long have you known her? But now, don't get excited. Let me help you off with your coat. Well, you're the one that's excited. Look at you. Get away with that knife. Do you want to cut my throat? Un homme ordinaire tombe dans un piège. Why'd you come here? En cédant au vice, puis au meurtre. To ask you to marry me. What about your wife? I haven't any wife. That's finished. For cat's sake, My you husband turned up. I'm free. Le canevas préféré de Fritz Lang, la réalité devient I cauchemar. don't care what's happened. I can marry you now. I want you to be my wife. We'll go away together, way far off, so you can forget this other man. Don't cry, Kitty. Please don't cry. I'm not crying, you fool. I'm laughing. Kitty. Oh, you idiot. How can a man be so dumb? Kitty. I wanted to laugh in your face ever since I first met you. You're old and ugly, and I'm sick of you. Sick, sick, sick. Kitty, for heaven's sake. You killed Johnny? I'd like to see you try. Why, he'd break every bone in your body. He's a man. You want to marry me? You? Get out of here. Get out. Get away from me. Chris. Chris, get away from me. Chris. Chris. Violence has become, in my opinion, a definite point in a script. It has a dramaturgical reason to be there. You see, I don't think that people believe in the devil with the horns and the forked tail, and therefore they don't believe in punishment after they are dead. So my question was, for me, what are people, and what believe people, or what are people fearing is better? And that is physical pain.
and physical pain come from violence. And that, I think, is today the only fact which people really fear, and therefore it has become a definite part of life and naturally also of scripts. L'expression film noir a été inventée par les Français en 1946 lorsqu'ils ont découvert les productions hollywoodiennes qu'ils avaient manquées sous l'occupation allemande. Did you ever want to forget anything? Did you ever want to cut away a piece of your memory or blot it out? You can't, you know. No matter how hard you try. You can change the scenery, but sooner or later you'll get a whiff of perfume where somebody will say a certain phrase or maybe hum something. Then you're licked again. Il ne s'agit pas vraiment d'un genre comme le film policier, mais plutôt d'une atmosphère que cette réplique de Détour d'Edgar Ulmer illustre assez bien. Quelle que soit la direction que tu prendras, le destin te rattrapera pour t'écraser. Mr. Haskell, wake up, it's raining. Don't you think we ought to stop and put up the top? Dans Détour, Tom Neal, pianiste dans la dèche, fait du stop pour rejoindre sa fiancée dans l'Ouest. Son existence tournera au cauchemar quand l'homme qui l'a pris en voiture s'endort. Until then, I'd done things my way. But from then on, something else stepped in and shunted me off to a different destination than the one I had picked for myself. But when I pulled open that door... Mr. Haskell, what's the matter? Are you hurt? Are you hurt, Mr. Haskell? Le destin est inscrit sur le visage de Tom Neal. Terrifié, il n'ose aller trouver la police. Garder la voiture et l'argent du mort, c'est déjà une erreur, mais c'en est une encore plus grande que de prendre une autostoppeuse. A few hours more and we'd be in Hollywood. I'd forget where I parked the car and look up Sue. This nightmare of being a dead man would be over. Where did you leave his body? Where did you leave the owner of this car? You're not fooling anyone. This buggy belongs to a guy named Haskell. That's not you, mister. It just so happens I rode with Charlie Haskell, all the way from Louisiana. He picked me up outside of Shreveport. Détour, tourné en 6 jours, n'a coûté que $20 000. Vera, open the door. Please open the door. If you don't open the door, I'm going to kick it down, Vera. Le metteur en scène ne pouvait compter que sur lui-même. Vera, don't call the cops. Listen to me. I'll break the phone. En fait, son style particulier est né de ses contraintes. C'est pour ça qu'Ulmer, par la suite, a inspiré tant de réalisateurs qui manquaient de moyens. Et voici Tom Neal face au deuxième détour du destin. The world is full of skeptics. I know. I'm one myself. In the Haskell business, how many of you would believe he fell out of the car? And now, after killing Vera without really meaning to do it, how many of you would believe it wasn't premeditated? Ulmer n'avait pas de quoi se payer des effets spéciaux. Sa seule ressource, c'était de faire des flous successifs pour traduire le désarroi de son héros. Vera was dead. And I was her murderer. Murderer. Le voyage en autostop s'achève sur une leçon ironique et amère. Ce film noir montre comment un homme ordinaire peut tout perdre en un instant dès qu'il s'écarte de son chemin. Fasciné par l'attrait des plaisirs défendus, le voici condamné aux tourments infernaux. Film noir. I don't know, you know, when I make a picture, I never classify it. I said, this is a comedy. I wait until the preview. If they laugh a lot, I say, this is a comedy. Or serious picture or film noir, I never heard that expression in those days. I just made pictures that I would have liked to see. And if I was lucky, it coincided with the taste of the audience. I killed Dietrichson. Me, Walter Neff. Insurance salesman. 35 years old, unmarried, no visible scars. Until a while ago, that is. Yes, I killed him. I killed him for money. And for a woman. Le film noir révélait la face honteuse et clandestine de la grande ville américaine. Terre d'élection du détective privé, du flic mal embouché, du criminel en col blanc et de la femme fatale.
Comme l'écrivait Raymond Chandler, les rues y sont obscures et pas seulement à cause de la nuit. This is not the right street. Why did you turn here? What are you doing that for? What are you honking the horn for? Aucun lieu n'est plus sûr désormais. Pas même les beaux quartiers, pas même les supermarchés californiens. I loved you, Walter, and I hated him. But I wasn't going to do anything about it, not until I met you. You planned the whole thing. I only wanted him dead. And I'm the one that thinks it so he was dead. Is that what you're telling me? And nobody's pulling out. We went into this together and we're coming out at the end together. It's straight down the line for both of us. Remember? Life is a betrayal. And, you know, sometimes you betray yourself too, you know. Let's have the guts to admit it. There isn't anybody who born here lately who didn't play dirty sometime somewhere in his life. So why to hide it? Truth, honesty, that's my key. Filmmaking. Life to a try. Do you have any identification? Sure. André de Toth fait partie des réalisateurs émigrés qui ont toujours travaillé en contrebandier. Dans Chasse aux gangs, il tord le cou à une vieille légende selon laquelle, en Amérique, on a toujours une seconde chance. Hello. Yeah. Yeah. Gene Nelson est un ex-dollar qui essaye de se racheter, Hello, this is Lacey. mais qui est poursuivi par son passé. Hello. They're always passing through town, trying to put the bite on me for this or that. I told you how it'd be. And I didn't mind, did I? I love you. I wanted you, and now that I've got you, I care a lot less. I can't figure it. What do you see in a guy like me? I see a guy who's swell. Sterling Hayden joue les flics acharnés, persuadés que l'autre est coupable. Place you kept pretty straight since you got out. Yeah, I know. Sober, industrious, expert mechanic on airplane engines, a pilot before they sent him up now, works at a private airport in Sunland, right? Right. Call him. Don't answer it, Steve. Let it ring. You'll just want what they all want. Let them think you're away and that you're not here, and they'll leave you alone. Once you've done a bit, nobody leaves you alone. Somebody's always on your back. Steve. No answer. There, you see. I told you. Doesn't look so good for Mr. Lacey. Même le flic chargé de la réinsertion de Nelson n'arrive pas à le sauver. You stay on your side of the fence. I'm looking for a cop killer. I'm on my side. I don't take things for granted. I check and recheck. Lacey's made good with me. I have faith in him. Once a crook, always a crook. That's nonsense, and you know it. Sick men get well again. Yeah? You hate to lose a patient. Well, you're going to lose this one. Mark, you stay here with a couple of men and find that dough. Don't worry about wrecking the joint. Just find it. Right. All right, hotshot. Put out your hands. How long one has to pay for a mistake, for a misstep in your life? When is enough enough? You don't like that, do you, Mrs. Lacey? Well, just remember it can happen to you, too, if you're covering up for this guy, so don't try to walk out on us. You're a material witness. Don't stay here, Ellen. Forget about me. Get out of town. You finished, Mr. Lacey? Point de salut dans le film noir. On finit toujours par payer pour les fautes qu'on a commises. Ida Lupino a souvent emprunté à l'esthétique des films noirs, mais à des fins très personnelles. Dans ses films, ce sont des jeunes femmes d'origine bourgeoise qui descendent aux enfers, après avoir vécu un traumatisme. Bigamie, abus parental, grossesse non désirée, viol. Ida Lupino oblige le public à vivre les épreuves de ses héroïnes de l'intérieur.
Dans Outrage, elle décrit le pire cauchemar féminin, non pas sous forme de mélodrame, mais plutôt comme une étude de comportement en demi-teinte qui montre la banalité du mal dans une petite ville ordinaire. Après avoir été actrice, Ida Lupino passe à la mise en scène quand la Warner lui inflige une suspension en 1949. Elle fonde une maison de production avec son mari Collier Young et font écrire des scénarios originaux, s'attachent à découvrir des jeunes talents et à traiter des sujets délicats comme le viol dans Outrage. I couldn't move. I couldn't move. How tall was he, dear? Par-delà l'horreur du crime, Ida Lupino montre le bouleversement psychologique de la victime. La jeune femme est sur le point de se marier. Elle doit apprendre à surmonter sa douleur et son désespoir. Go on. Take a good look. Go on, all of you. Annie. I'm asking you to marry me now. Or didn't you hear me? Yes, I heard. Well? No. Dans Le démon des armes de Joseph Lewis, on ne s'attache pas à la victime, mais au criminel. On est forcé de partager leur peur et même leurs moments de triomphe. Le public participe à l'action et devient complice des truands. You can't shoot a man just because he hesitates. Maybe not, but you can sure scare him off like that hotel clerk. No, Laurie, I just don't... Bob, you know something? What? I love you. I love you more than anything else in the world. Évidemment, le couple du démon des armes est dans la tradition des hors-la-loi des années 30, tradition qui va trouver son apogée dans les années 60 avec Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Mais dans le film de Joseph Lewis, les bandits sont de vraies bêtes sauvages. Sexe et violence sont indissociablement mêlés. He'd have killed us if he'd had the chance. Shoot! Why don't you shoot? Get him? Le film noir, c'est d'abord et avant tout un style, un mélange de réalisme et d'expressionnisme. On tourne en décor naturel, mais on raffole de jeux d'ombre sophistiqués. Ici, le chef opérateur John Alton mérite une mention particulière. Hongrois d'origine, ce maître de la photographie avait appris à peindre avec la lumière. Tel est d'ailleurs le titre de son manuel de 1949, toujours en usage dans les écoles de cinéma dans les années 60. Blancs et noirs hyper contrastés, éclairage disséminé ça et là, angle de caméra terrifiant, perspectives profondes. Les exemples les plus frappants de l'art de John Alton, on les trouve dans les premiers films d'Anthony Mann, comme La Brigade du Suicide et Marché de Brut, qui datent de la même année. 5 or 10 minutes, we'll be pulling out. Pulling out for a new country. Leaving everything behind. Maybe we can make a different life for ourselves in South America. Good life. Why didn't he stop talking? When the clock stopped moving, he was singing everything I'd ever wanted to hear. All my life. The lyrics were his, all right. But the music, Anne's. Suddenly I saw that every time he kissed me, he'd be kissing Anne.
Every time he held me, spoke to me, danced with me, ate, drank, played, sang, it would be Anne. Anne. Anne! Il s'agit de films de série B où John Alton a pu se livrer à des expériences et prendre des risques inhabituels. Busy little man, eh, Snooper? Almost had you. All of you. Tony. You, Benny. So smart. Top draw crook. Lived with me and never caught on. Pour moi, ça ne fait aucun doute. La plus belle des musiques est une musique triste, disait-il. Quant à la plus belle photo, elle est sous-exposée, avec des noirs profonds. La paranoïa du film noir atteint son point culminant avec En quatrième vitesse de Robert Aldrich. Des ténèbres, une femme surgit sous les yeux du détective privé Mike Hammer. Elle fuit un asile d'aliénés et un secret trop lourd à porter. Elle n'est pas folle pourtant, seulement innocente et destinée comme l'agneau à être sacrifiée. We will. If we don't, remember me. Éclairage et composition stylisée forment un univers de démence. Plus de repères moraux. Aldrich va jusqu'à faire du héros de Mickey Spillane un être ambigu, que tout le monde traite plus bas que terre et qui est même qualifié de, je cite, « pauvre connard débectant ». Selon Aldrich, point de vue important cette période de macartisme, la fin ne justifie jamais les moyens. She's passed out. I'll bring her to. If you revive her, do you know what that will be? Resurrection. That's what it will be. And do you know what resurrection means? It means raise the dead. And just who do you think you are that you think you can raise the dead? À la fin de En quatrième vitesse, la femme qui a volé cette caisse au gouvernement est comme la femme de Lot. Elle ne peut résister à la curiosité. La fable d'Aldrich s'achève par des mots mystérieux, lourds de menaces. Projet Manhattan, Los Alamos, Trinity. Cette fois, ouvrir la boîte de Pandore est synonyme d'anéantissement total, d'apocalypse. Naturellement, tous les contrebandiers n'ont pas fait des films noirs. Dans la troisième partie, je vous montrerai comment ils ont subverti d'autres genres, y compris les films prestigieux conçus pour les stars d'Hollywood. Nous nous intéresserons également à un autre type de metteurs en scène, ceux qui ont attaqué le système de front, les iconoclastes.